nous allons passer à la communication suivante par Guillaume Levaveur, la limite de l'intelligence artificielle en santé. Alors Guillaume Levaveur est consultant en stratégie et en communication digitale. Il a été amené à se rapprocher de l'Académie parce qu'il sait que l'Académie se préoccupe du bon usage de l'intelligence artificielle dans un domaine qui est très complexe, puisque nous ne sommes pas, nous sommes obligés de prendre en compte l'aléatoire, l'imprévu, le différent, ce qui n'est pas du tout actuellement dans le domaine de l'intelligence artificielle, et va nous expliquer comment lui y est arrivé. Bonjour à tous, merci de m'accueillir parmi vous à cette séance de l'Académie de chirurgie. Effectivement, on s'était rencontrés parce que j'ai longtemps travaillé pour une agence d'État, pour certains qui connaissent la ZIP Santé, et et ces 3 dernières années dans une start-up qui s'appelle ADEL, Algorithme Data Ethics Label, qui propose un label éthique sur les données, le traitement des données numériques en big data. Donc toutes les questions, toutes les problématiques autour de l'IA et du big data, je les connais pour avoir été un des pionniers en éthique du numérique en santé il y a 3-4 ans. Je vais donc vous présenter les limites de l'intelligence artificielle en santé, et donc commencer par en explorant plusieurs pistes, notamment de l'art. On viendra sur les sujets de chirurgie, d'aéronautique, d'automobile, et puis bien sûr de santé, puisque les applications d'intelligence artificielle en santé sont particulièrement complexes également. Alors pourquoi cette œuvre d'art? Moi, c'est le portrait de la famille Bellamy, je ne sais pas si vous connaissez, qui a été développé par des algorithmes. Donc en fait, si vous voulez, même dans l'art, on voit des applications d'intelligence artificielle, et on peut se poser la question, ça a quand même été vendu pour la modique somme de 432 500 $. C'est des algorithmes qui ont été élaborés par une équipe qui s'appelle Obvious, qui ont mis en place des algorithmes qu'on appelle ça de réseaux, qui se mettent en compétition avec un premier algorithme qui propose des images qu'on appelle le générateur, et puis un deuxième algorithme qui est le discriminateur, et donc tout ça sur une base de 15 000 tableaux du XVIe siècle au XIXe siècle. Pourquoi je reviens à ça? Parce que on peut se poser la question, est-ce que c'est de l'art? Et je prends ces deux images. La première qui est en 1900, qui est une craniectomie, qui était la première en 1900, et donc qui a posé beaucoup de questions. Souvent des réactions d'effroi, de stupeur, d'incompréhension. Là, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment de l'art, le fait qu'une œuvre d'art développée par des algorithmes puisse amener ça? Alors, pour vous dire, par exemple, en 1850, on se posait la même question concernant les photographies. Est-ce qu'une photographie est une œuvre d'art? Là, typiquement, on est un peu dans le même état d'esprit. Aujourd'hui, on ne sait pas trop si c'est de l'art, mais peut-être que demain, ça en sera. Tout ça pour revenir sur cet exemple, parce que derrière tout ça, il y a une intention humaine, une intention créatrice. C'est ce collectif d'artistes qui a souhaité produire cette œuvre d'art et qui est arrivé à ce résultat auquel elle ne s'attendait pas. Et donc, on a derrière ça, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que on voit que cette intention de créer, elle ne peut être remplacée par une machine. Donc, la machine, elle peut créer un tableau, mais elle est, par exemple, et là on rentre dans des limites de la métaphysique, elle est incapable d'expliquer pourquoi elle l'a créé. Donc ça, c'est typiquement un exemple. Donc je reviens à ce tableau de la craniectomie de 1900. C'est une image d'antan, qu'à mon avis on ne verra plus aujourd'hui. On verra plutôt des choses qui se passeront en live dans le monde entier. Et je pense notamment à l'expérience, la première mondiale qui a été faite d'une hospitalisation avec des lunettes augmentées par le professeur que vous connaissez, Grégory
Thomas Grégory, qui a donc fait une intervention en live. Voilà, donc là on a quelque chose de très différent. Et tout ça pour revenir justement donc à l'image du chirurgien augmenté. Et donc le chirurgien augmenté, il est accompagné par l'intelligence artificielle dans sa pratique. Donc là, on voit, il y a, j'ai cité l'exemple de la chirurgie orthopédique qui est assistée par les lunettes HoloLens là, qui permettent de superposer des modèles numériques 3D et qui permettent aux chirurgiens d'opérer, mais avec une meilleure vision, on va dire, des organes ou là, en l'occurrence des os qu'il doit opérer. Donc, pour reprendre ce point-là, on voit qu'on est dans des terrains, en tout cas dans le secteur de la chirurgie, où l'intelligence artificielle est de plus en plus présente, hein, comme c'est le cas pour cette opération que je viens d'évoquer, comme c'est également le cas concernant l'acte chirurgical lui-même, dans son geste, puisqu'il y a aujourd'hui des intelligences artificielles qui aident des chirurgiens à gérer le tremblement de la main. Donc c'est des choses qui sont déjà qui existent. Donc moi j'aime bien comparer la situation des chirurgiens avec les pilotes d'avion. Et là je reviens sur un autre domaine qui est dans l'aéronautique, où l'intelligence artificielle est très présente, et où également les pilotes, je pense, sont dans une configuration qui est un peu la même, dans une sorte, ce sont des experts qui sont formés dans des blocs de simulation, donc ils sont vraiment dans le côté simulation virtuelle, etc. Les chirurgiens vont l'être de plus en plus, puisqu'ils vont être assistés de plus en plus par des intelligences artificielles. Et donc, quand on reprend l'exemple du pilotage automatique, on voit bien qu'il y a toute une partie qui est gérée par l'intelligence artificielle elle-même, puisqu'un pilote aujourd'hui ne pilote quasiment plus son avion, sauf pour le décollage et l'atterrissage. Mais il n'empêche, on peut se retrouver dans des situations ultimes où là, l'humain reprend la place sur les machines. J'aime bien citer l'exemple du pilote qui a sauvé l'avion et qui a été sur les eaux de Hudson à New York. Il se trouve qu'une intelligence artificielle aurait été absolument incapable d'avoir ce type de réaction. Donc si vous voulez, tout ça pour dire et faire le parallèle entre le chirurgien et le pilote d'avion, c'est qu'en dernier ressort, il y aura toujours un être humain, un expert, qui est capable de juger la situation et de prendre les commandes pour prendre les meilleures décisions qui soient et pour sauver, là en l'occurrence, pour sauver des vies. Donc ça revient, là j'arrive sur la notion de l'acceptabilité du risque. Hein, c'est ce que... et là je vais revenir sur le terrain de l'automobile, puisque là on voit bien qu'on parle beaucoup des voitures autonomes. Donc là-dessus, encore une fois, on a encore un sujet sur l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup, qui a fait ses preuves dans ce sens où on sait aujourd'hui avec les voitures autonomes, les millions de kilomètres qui sont effectués, que statistiquement la technologie permet d'avoir moins d'accidents et moins de morts. La seule chose, c'est que, tant bien même on le sait, on a du mal à l'accepter dès qu'un accident grave arrive. Donc on voit bien quand Google a fait ses expérimentations aux États-Unis et que, non c'était Google ou Uber, je ne sais plus, mais en tout cas il y a eu un mort et donc effectivement ils ont arrêté tous les projets. Donc ça, c'est vrai que vis-à-vis de l'opinion publique, on veut être absolument assuré de ne prendre aucun risque et on n'ira pas dans une approche industrielle de la voiture autonome tant qu'on n'est pas assuré qu'il n'y ait pas de risque de mort. Et puis il y a
d'autres questions autour de ce que j'appelle des cas de conscience, notamment sur vous êtes dans une voiture autonome et s'il y a possiblement un accident qui peut arriver, si je choisis moi-même le passager ou le piéton de la mort, là se posent vraiment des dilemmes éthiques absolument considérables. Et donc là-dessus, je vais rebondir sur les notions d'intelligence, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est une notion qui date de 1956. On parle beaucoup d'IA en ce moment, mais ça existe depuis très longtemps. En tout cas, les algorithmes existent depuis longtemps. Il y a maintenant des progrès assez considérables en matière de technologique, je parle, de capacité de calcul, de stockage, de mémoire, etc., qui permettent effectivement de faire des progrès absolument considérables. Mais la notion d'intelligence artificielle, en fait, elle n'est pas intelligente. C'est juste une forme, pour tout vous dire, on avait en 1956, c'était un informaticien qui avait convaincu ses collègues d'employer l'expression intelligence artificielle pour décrire une discipline qui n'avait rien à voir avec l'intelligence. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la notion de l'intelligence, elle est extrêmement complexe. Et on voit bien que déjà il y a des intelligences, on va dire, on va distinguer l'intelligence cognitive et émotionnelle. Il y a une intelligence du cerveau. En fait, l'IA essaie de reproduire des fonctions cognitives de l'esprit humain, mais l'intelligence ne se situe pas seulement qu'au niveau du cerveau, elle se situe aussi au niveau des éléments du corps. On sait qu'il y a une intelligence dans les intestins, on sait qu'il y a une intelligence au niveau des systèmes nerveux, enfin bon, il y a plein d'autres formes d'intelligence. Je vais revenir à la question, parce que je me suis des mythes et réalités autour de l'IA. Il faut savoir que les chiffres sont assez importants. Je vais vous donner quelques chiffres. Le marché mondial de l'IA en 2020, c'est 6,6 milliards de dollars, alors qu'en 2014, c'était 634 millions de dollars, donc c'est vraiment considérable. En France, on voit émerger de plus en plus de start-up dans l'IA en santé. C'est relativement récent et je suis assez bien placé pour le voir, puisque avec Adèle, j'ai pu assez rapidement me mettre au contact de la plupart d'entre elles. Aujourd'hui, on considère qu'il y a un peu plus d'une centaine de start-up qui sont sur le marché, et le marché de la santé connectée, c'est 4 milliards d'euros en 2020, selon une étude Xerfi. Alors, c'est un essor qui est dû au fait qu'on va vraiment vers une médecine, alors moi j'appelle ça la médecine 5P, il y en a beaucoup qui parlent de la médecine 4P, mais alors la médecine 4P, c'est la médecine préventive, personnalisée et participative, et moi j'en rajoute 2 preuves. Parce que de plus en plus, depuis toujours, mais de plus en plus, et surtout avec l'IA, on va faire très très attention à s'assurer d'une clinical evidence. C'est vraiment qu'on s'assure que les technologies d'IA peuvent apporter quelque chose. Et là-dessus, alors ça c'est assez récent, mais ça va être une tendance vraiment de fond. On a les premiers dispositifs médicaux aux États-Unis qui ont eu des autorisations d'être commercialisés par la FDA, et notamment un dispositif de rétinopathie diabétique qui est plus facilement détectable grâce à l'IA. On a un niveau de 98% de succès. Donc le potentiel de l'IA,
il est vraiment dans cette capacité à reconnaître et à corréler les facteurs biologiques et physiologiques dans de grandes histoires de patients, des dossiers informatisés, l'imagerie médicale, les statistiques, épidémiologiques, et puis plein d'autres données qui commencent à être de plus en plus intéressantes. Et je pense notamment aux réseaux sociaux qui peuvent permettre d'apporter d'autres informations importantes. Donc là, par exemple, on a des systèmes qui permettent de détecter des mélanomes. Ça marche assez bien avec le machine learning en ce moment. Alors, il y a plusieurs technologies d'IA. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de parler de tout ça. Mais on distingue en gros trois types de... Il y en a plein, il y en a d'autres, mais il y en a trois qui sont vraiment importantes. C'est le deep learning, dont on parlait tout à l'heure, qui est plutôt assez appliqué dans le domaine de la santé, et tout particulièrement de l'imagerie médicale. Le machine learning est pas du tout, pour le moment, pas trop utilisé. Le machine learning, en fait, c'est des algorithmes auto-apprenants. Donc, il y a tout un tas de problématiques associées parce que en fait, les algorithmes ne sont entraînés que pour détecter des patterns. Et donc derrière, il y a tout un tas de boîtes noires. En fait, on ne sait pas ce que la machine a fait. Et il y a surtout le problème ce qu'on appelle le problème de la reproductibilité des découvertes. Puisque on arrive à des résultats avec l'IA qu'on ne comprend pas sur le moment. Et donc il faut ensuite des équipes de chercheurs qui sont amenés à les reprendre pour, a posteriori, les comprendre, les valider, voire ne pas les valider. Donc il y a vraiment tout un tas de... Aujourd'hui, on est encore très loin. Et donc là, j'ai suivi aujourd'hui le développement de ce qu'on appelle une IA symbolique. Alors ça, c'est quelque chose dont on entendra certainement parler. En fait, c'est un enchaînement de règles explicites pour construire un raisonnement. Donc c'est en fait quelque chose qui existe déjà aussi depuis longtemps, mais qui a été tombé en désuétude du fait de la montée en puissance du machine learning, mais qui a tendance à maintenant revenir pour probablement apporter des applications d'IA qui soient beaucoup plus satisfaisantes. Et c'est probablement le futur sera sur la prochaine génération d'intelligence artificielle avec des architectures hybrides. Bon, j'ai pas eu le temps de développer tout ce que je voulais développer parce qu'il y a vraiment énormément de choses à raconter sur l'IA. Toujours est-il que c'est en plein développement, qu'il va vraiment falloir penser éthique dans ce domaine-là, parce qu'il y a des problématiques qui sont vraiment importantes à résoudre. RGPD a pu permettre de le traiter d'une façon par rapport aux finalités des traitements de données de santé, mais il va falloir aller un petit peu plus loin pour savoir comment est-ce qu'on a fabriqué les IA, comment on a développé tous ces algorithmes, et puis surtout pouvoir expliquer et avoir derrière quand même un résultat médical, un service rendu médical qui soit tout à fait satisfaisant. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'aurais une réflexion à faire par rapport à l'IA. En ce qui concerne par exemple l'imagerie, les lectures des scanners maintenant deviennent réalisées de façon tout à fait automatique, et on peut se poser la question de la nécessité de formation de radiologues à la lecture des scanners, dans la mesure où ils sont beaucoup plus performants que l'humain. Ça, c'est une première réflexion. Et la deuxième, c'est le contraire. Par rapport à la détection de la rétinopathie diabétique, l'appareil n'est pas capable de voir s'il y a un mélanome sur la rétine. C'est-à-dire qu'il va analyser avec précision la rétinopathie, mais il ne verra pas obligatoirement une autre maladie très grave pour laquelle il n'a pas été éduqué. Donc là aussi, il y a une limite à ce... C'est toute la dimension de ce qu'on appelle la spécificité de l'IA. C'est-à-dire qu'elle est vraiment appliquée à des tâches très très précises. Et là, en l'occurrence, de détecter une rétinopathie diabétique et rien d'autre. Voilà. Et ça, aujourd'hui, en santé, dans tous les domaines, on n'a pas aujourd'hui d'IA multitâche, j'allais dire. C'est vraiment, on est dans des applications très 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 précises. Pour reprendre l'exemple
de l'imagerie des radiologues qui sont effectivement amenés à devenir de plus en plus augmentés. Donc là, ils vont être assistés en fait par ces machines qui vont permettre de traiter des milliers, des centaines de milliers d'images, de faire des sélections de ces images. Là, on a quand même des éléments de preuve qui permettent de dire qu'on arrive à des vrais, comment dirais-je, une sélection d'images qui sont pertinentes pour élaborer un diagnostic. Mais on aura toujours un radiologue, bien entendu, qui fera le diagnostic sur la base de cette sélection d'images. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a la place pour une question sur l'intelligence artificielle. Non, il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, on vous remercie.